La Terre. Aujourd'hui, notre espèce, Homo sapiens, domine cette planète depuis déjà 200 000 ans. Nous avons pour cela bâti des cités, créé des technologies, conquis des territoires. L'expansionnisme de l'espèce humaine s'est accéléré à partir de l'essor des sociétés industrialisées. L'influence humaine est donc partout, au point que nous sommes même entrés dans une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène, soit l'ère de l'humain. Mais tout ceci a un coût, que nous continuons d'alourdir chaque jour. La disparition des espaces naturels, le réchauffement climatique, la pollution, les extinctions massives et en chaîne des animaux, l'effondrement de la biodiversité, dont nous avons pourtant besoin pour vivre. La prise de conscience de cet impact sur l'environnement a été tardive, et les mesures pour contrer les effets négatifs de nos modes de vie peinent encore à être appliquées concrètement. Tout porte à croire que l'humanité est fondamentalement néfaste pour le reste du vivant, et que civilisation rime nécessairement avec destruction. Pourtant, il existe une civilisation dans l'histoire humaine pour laquelle la biodiversité a été la clé de son développement. Il s'agit de celle de l'ancienne Amazonie. De nos jours, ce gigantesque espace vert de plus de 8 millions de kilomètres carrés est surtout perçu comme étant l'emblème d'une nature vierge et indomptable, traversée par un monstre, l'Amazone. C'est là que résident des millions d'espèces vivantes qui n'ont même pas toutes été découvertes. Mais l'Amazonie n'est en réalité pas aussi naturelle qu'on pourrait le penser. Elle a été le théâtre d'une des plus grandes entreprises écologiques de tous les temps. À son origine, une civilisation étonnante, dont les indigènes amazoniens actuels sont les descendants directs. Cette civilisation ne figure dans aucune note, aucun récit, à part peut-être dans un seul, celui narrant l'expédition de Francisco de Orellana par Gaspard de Carvajal. Nous sommes alors en 1541, à Quito, dans l'actuel Équateur. L'empire Inca a été conquis par Francisco Pizarro moins de 10 ans auparavant. Son frère Gonzalo tente alors de partir explorer le continent fraîchement atteint afin de découvrir de l'or et surtout de la cannelle, qui vaut alors plus cher que le métal précieux. Gonzalo est accompagné par plus de 200 Espagnols, près de 4000 indigènes, ainsi que 2000 chiens et lamas. Son lieutenant est Francisco de Orellana, un homme sans foi ni loi. Après avoir passé les Andes et atteint le rio Napo, l'expédition de Gonzalo connaît de graves difficultés et perd des milliers d'hommes dans les rapides suite à des indications faussées. Orellana est alors chargé avec ses hommes de s'aventurer plus loin afin de chercher de la nourriture pour les survivants. Mais il ne revient pas. Il a choisi de trahir Pizarro, qui doit finalement rentrer à Quito, la honte et la haine avec lui. Orellana cherche tant bien que mal les cités d'or, poussé par le mythe d'El Dorado. Après avoir motivé ses hommes, il fait construire une série de brigantins, des petits navires, afin de parcourir le fleuve Amazone avec différents guides indigènes. Leur chemin ne fut pas des plus reposants, si l'on en croit le récit rapporté par Gaspard de Carvajal. Lorsque les conquistadors espagnols tombèrent sur les premières tribus indigènes, voici ce qu'il se serait passé. Alors vint le capitaine, donnant son commandement du Seigneur. Il fit comprendre aux indigènes que nous étions des chrétiens et que nous n'adorions qu'un seul Dieu, l'unique créateur de toutes choses créées, que nous étions ici au nom du grand roi d'Espagne, Charles Quint, empereur de tous les chrétiens, afin de faire cette terre la sienne. Les indigènes l'écoutaient avec grande attention, mais le mirent en garde. Au-delà, à l'est, se tenait un royaume tenu par des femmes, où l'or et l'argent en font leur richesse. Des femmes semblables à des Amazones, appelées Konyupuraya, les grandes dames dans leur langue. Elles nous tueraient si nous nous aventurions plus loin sur leur terre. Mais le capitaine insista pour passer malgré tout et expliqua que nous autres, Espagnols, sommes les fils du soleil. Ce qui créa un grand respect chez les Indiens car ces derniers tiennent en haute estime l'astre solaire
et les choses célestes. Ces légendes de femmes, d'or et d'argent motivent les hommes à continuer leur exploration. Non sans mal, ils finissent par tomber sur ces fameuses grandes dames. Ces femmes sont très blanches et grandes. Elles ont les cheveux très longs entourés en tresses sur la tête. Fortement bâties, elles sont nues avec des morceaux de cuir pour couvrir les parties honteuses. Et vont, leurs arcs et leurs flèches à la main, luttant à la guerre autant que 10 de leurs hommes. Si bien que nos brigantins étaient tellement recouverts de flèches que l'on aurait dit des porcs épics. Il n'en faut pas plus à Orellana et ses hommes pour se croire dans le royaume perdu des Amazones. Ces femmes guerrières, dont l'indépendance d'esprit et de corps provoque à cette époque toutes sortes de fantasmes. Ils sont tous embarqués sur El Río de las Amazonas, le fleuve des Amazones. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Amazonie porte aujourd'hui son nom. Sur leur chemin, Orellana et ses hommes ne croisent pas que les Amazones. Ils sont surpris de découvrir que ces terres sont en fait extrêmement peuplées. Au 12e jour, au mois de mai, nous sommes arrivés dans les provinces de Machiparo, qui est un grand seigneur régnant sur de nombreuses personnes. Il est allié avec un autre grand homme nommé Omagua et avec des amis qui se rassemblent pour faire la guerre à d'autres seigneurs de la région voisine. La ville de ce Machiparo est installée sur le bord du fleuve, sur une colline, et compte de très grandes populations qui peuvent réunir un ensemble de 55 000 hommes âgés de 30 à 70 ans. Et comme les gens sont si nombreux, le capitaine n'a pas voulu faire escale. Nous avons donc passé toute la journée proche d'une ville en guerre. Ils nous ont attaqués tant et si bien qu'ils nous ont obligés à nous réfugier au milieu du fleuve. Et plusieurs fois, les Indiens nous parlaient, et comme nous ne les comprenions pas, nous ne savions pas ce qu'ils disaient. Selon les mots de Carvajal, les Amazoniens qu'ils rencontrent ne manquent de rien. Et il y avait de grandes quantités de nourriture, comme des tortues, de la viande, du poisson et des gâteaux, le tout dans une telle abondance qu'il y avait à manger de façon royale pour 1000 âmes pendant 1 an. Devant le capitaine et quelques-uns d'entre nous, il se trouvait plus de 70 villes, aux bâtiments blanchis à la chaux, toutes barricadées avec des chemins fermés et, à intervalles réguliers, des gardes, car personne ne peut entrer sans payer les droits. Des villes. Ils ont trouvé ce qui semble être des villes, très peuplées et très riches, en pleine Amazonie, là où l'on croyait que la nature prévalait sur la civilisation. La suite de l'expédition n'est pas des plus paisibles, et tout le chemin est marqué par le sang. Nous passâmes par d'autres villages où les indigènes nous attendaient pour guerroyer. Des gens belliqueux avec leurs armes et leurs boucliers en main, nous criant que nous avions fui et qu'ils nous attendaient là. Mais le capitaine n'a pas voulu attaquer là où il a vu que nous ne pouvions pas gagner par l'honneur. Et ainsi, quelquefois, eux sur la rive et nous sur l'eau, nous nous faisions la guerre. Et comme les Indiens étaient nombreux, ils faisaient un véritable mur. Mais grâce à nos arquebuses et nos arbalètes, nous leur fîmes moult dégâts et nous avons pu continuer notre route. L'expédition d'Orellana a été d'une grande violence et s'est achevée à l'embouchure de l'Amazone après 7 mois de traversée. Orellana revient en 1545 afin de tenter une nouvelle aventure, mais il y perd la vie, touché par des flèches empoisonnées lors d'un conflit avec les indigènes. Mais le répit est de courte durée pour ces derniers, qui subissent peu à peu la colonisation européenne. Mais concernant le récit rapporté, est-il entièrement inventé ou bien comporte-t-il certaines vérités ? Pendant des siècles, on a cru que ces chroniques étaient cousues de mensonges et qu'aucune civilisation n'avait pu naître dans un endroit aussi hostile que l'Amazonie. Pourtant, aujourd'hui, les découvertes archéologiques récentes viennent à l'encontre de tout cela. Mais pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé, il convient de revenir au tout début, lorsque les premières populations humaines ont foulé le continent sud-américain, il y a alors 13 000 ans. Les premières populations amazoniennes sont des nomades et des chasseurs-cueilleurs. Lorsqu'elles atteignent cette région du continent sud-américain, ils découvrent un paysage très plat et beaucoup plus clairsemé qu'il ne l'est aujourd'hui. L'Amazonie est alors davantage composée de savanes que de forêts. Déjà, à cette époque, l'arrivée des humains va créer un véritable bouleversement écologique.
toute la mégafaune locale de l'ère glaciaire disparaît presque simultanément avec leur arrivée, comme sur le reste de la planète. Ce nouveau paysage, les premiers Amazoniens vont rapidement se l'approprier, comme en témoignent certaines peintures rupestres. Ces groupes humains, jusqu'ici peu nombreux, vont alors croître progressivement, au point que vers 6000 avant notre ère, ils décident de se fixer et d'adopter un mode de vie plus sédentaire. Ainsi, sur l'ensemble du continent, ils érigent des sambakis, des accumulations volontaires de coquillages, dont certains pouvaient atteindre plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Dans le cadre plat et très humide de l'Amazonie, ces sambakis vont jouer un rôle déterminant et permettre à leurs occupants de ne pas avoir à subir les affres des inondations qui sont alors très fréquentes. Dès lors que ces petites communautés se forment sur l'ensemble du territoire, grandissent et deviennent d'imposants villages, au même moment, le climat change et se réchauffe. La végétation se développe, se diversifie, et les forêts commencent à s'étendre. Parallèlement, les Amazoniens étendent leurs connaissances. Ils maîtrisent l'horticulture, puis, plus tard, l'agriculture d'au moins une centaine de plantes extrêmement variées. Si certaines plantes, comme le maïs, sont introduites par l'Amérique centrale, la plupart des plantes domestiquées de ces deux sous-continents sont issues de l'Amazonie même. Cette histoire témoigne d'une responsabilité humaine qui a été bénéfique. Les Amazoniens ont probablement compris très tôt les avantages et le fonctionnement de la diversité. C'est un atout considérable, non seulement pour les humains, mais également pour le reste de la nature. La coévolution entre espèces est stimulée et la forêt amazonienne bénéficie d'une santé extraordinaire qui va l'aider à s'étendre. À l'origine de ce développement exceptionnel, un exploit humain. En effet, les sols amazoniens, à l'instar des autres régions tropicales du globe, sont très peu fertiles. Pour pallier ce problème, les ancêtres des Amazoniens ont créé un type de sol particulier appelé terra preta, la terre sombre en portugais. Cette technique a sans doute été générée involontairement au départ, puis utilisée de manière consciente, mais il est difficile de savoir exactement comment. La technique de la terra preta viendrait en partie d'une accumulation de déchets en tout genre, mais surtout d'une importante concentration de charbon. Le carbone contenu dans ces éléments se diffuse peu à peu dans la terre. Le sol devient très fertile. Dès lors, la terra preta a probablement été utilisée comme engrais agricole afin d'optimiser les rendements de nourriture. Associé à l'utilisation d'un grand panel d'espèces végétales, tout est alors propice à un meilleur développement forestier. Pourtant, leur civilisation ne va pas cesser de croître, bien au contraire, au point qu'à partir de 1500 avant notre ère, d'importants phénomènes communs vont se produire simultanément. C'est également ce qui se passera dans les zones marécageuses de Bolivie et du Venezuela, appelées llanos, dans les savanes inondables des Guyanes, et surtout au niveau des grands fleuves, principalement l'Amazone. Dans les llanos et les savanes, les Amazoniens créent et cultivent d'importants champs surélevés. Ils vivent sur d'imposants monticules qui communiquent par des voies hydrauliques. Au vu de ces installations, il est certain que le rendement en nourriture était incroyablement grand et que ces régions étaient des zones puissantes durant cette époque. Autour des grands fleuves, des centres urbains font leur apparition. Ils sont souvent circulaires et connectés par des réseaux de routes et de voies fluviales. La terra preta associée à ces sites est épaisse de plusieurs mètres. Il est donc très probable que ces centres étaient très fortement peuplés. Intégrés parfaitement au paysage forestier, ces véritables cités-jardins pouvaient s'étendre sur plusieurs hectares et communiquer entre elles. Encore inscrites dans la mémoire collective indigène, c'est sans doute ces agglomérations qui ont alimenté le mythe des cités perdues dans la jungle. Enfin, à cheval entre le Brésil et la Bolivie actuelle, les Amazoniens tracent des géoglyphes. Ces fossés creusés et surmontés de digues n'ont toujours pas révélé leurs secrets. Certains scientifiques envisagent des points de réunion rituels, d'autres y voient des pièges à poissons, ou encore des vestiges de véritables forteresses de défense. Jusqu'au XIIe siècle, les cultures amazoniennes se développent et rayonnent. Les peuples entament alors de nombreuses migrations sur toute la région.
La carte linguistique actuelle de l'Amazonie témoigne de cet épisode et montre plus de 80 familles de langues parlées, le tout sans structure étatique apparente, ce qui constitue une exception notable dans l'histoire des civilisations humaines. Les Amazoniens échangent massivement des denrées entre eux, des céramiques, des objets en roches précieuses, de la nourriture, des plantes médicinales. Ils développent d'importants réseaux qui rejoignent la Mésoamérique et les Andes. Ce sont également eux qui, en prenant la mer, seront les premiers humains à rejoindre les Antilles et à les peupler. Leurs descendants, les Taïnos, seront d'ailleurs les premiers à entrer en contact avec Christophe Colomb en 1492. Le récit de Carfaral est certes un peu exagéré, notamment à propos de l'or et de l'argent, mais il comprend beaucoup d'éléments qui se sont avérés vrais par la suite. Les villes qu'il décrivait ont bel et bien existé, même si elles n'étaient en fait ni de marbre ni de pierre et encore moins d'or. Si l'on n'avait jamais retrouvé leurs traces, c'est parce qu'elles avaient été construites dans des matériaux périssables qui se sont dégradés avec les siècles. Quant aux Amazones, ce n'était pas une excentricité du chroniqueur. Plusieurs récits ethnographiques attestent que les femmes peuvent prendre les armes lorsque les hommes ne sont pas disponibles. Entre le XIIe et le XIIIe siècle, il semblerait que d'importants phénomènes climatiques, notamment des sécheresses, ont lieu dans toute l'Amérique du Sud. Les effets sont probablement dévastateurs. Les champs surélevés et les géoglyphes cessent d'être entretenus. De larges palissades sont érigées dans les centres urbains, comme pour se prémunir de violences à venir. Quoi qu'il en soit, ces événements marquent un lent déclin des cultures amazoniennes. L'arrivée des Européens au XVIe siècle est fatale. L'impact microbien est tel que l'on estime une perte progressive de plus de 90% de la population. En effet, ayant vécu dans un milieu humide et totalement isolé des infections d'Europe, d'Asie et d'Afrique, les Amazoniens étaient hélas dans des conditions propices à la propagation des maladies. D'une certaine manière, Orellana et ses hommes furent les seuls à voir les Amazoniens avant qu'ils ne connaissent une situation quasi apocalyptique et traumatisante. La colonisation aggrave leur sort, et beaucoup d'indigènes sont massacrés, réduits en esclavage, le tout pendant que leur culture est peu à peu méprisée, puis oubliée. Par méconnaissance et condescendance, on colle alors sur les indigènes restants toutes sortes d'étiquettes farfelues. Ils sont tour à tour des sauvages cannibales, des paresseux bariolés, ou des bons sauvages, purs et sans défaut. Aujourd'hui, les indigènes commencent à voir poindre une légère hausse de leur taux de natalité. Mais ce n'est pas sans lutter activement pour leur survie, défendre leur mode de vie, leur territoire et surtout leur mode de pensée. Les Amazoniens sont animistes, c'est-à-dire qu'ils confèrent à tout être vivant une âme. Il est évident que les schémas de pensée ont évolué en plus de 13 000 ans d'histoire humaine. Toutefois, il est clair que ce rapport différent et bien plus respectueux qu'ils ont avec la nature leur a permis de comprendre l'importance de la biodiversité et d'entretenir, voire créer, la grande forêt qui les entoure. Dire que les indigènes sont fondamentalement tous bons et tous de grands écologistes serait faux. Mais ils ont assurément fait de l'écologie leur meilleure arme de survie. Selon l'archéologue Stéphane Rostin, on peut même percevoir cette vaste forêt comme un jardin domestique à grande échelle. Encore aujourd'hui, beaucoup d'indigènes entretiennent les forêts, grâce aux nouvelles technologies et notamment les smartphones. Pourtant, la forêt ne cesse de rétrécir face aux grandes industries. Pour se justifier, ces dernières utilisent l'argument du caractère anthropique de la forêt. Si l'être humain a pu la faire pousser, nous pourrons bien la replanter plus tard. Mais les destructions sont trop rapides, sans remplacement, et dénigrent les niches écologiques qui permettent le maintien des forêts. Les techniques et les savoirs indigènes qui ont été utilisés pour atteindre ce résultat sont en totale contradiction avec la manière dont procèdent ces groupes industriels, assoiffés par le profit à court terme. Avec la forêt qui part en fumée, ce sont les indigènes qui en pâtissent les premiers. Avec eux, disparaissent leurs savoirs. Pourtant, la solution est devant nos yeux. Si l'on refusait de nourrir cette dégradation mécanisée et que l'on s'inspirait des méthodes et des connaissances des Amazoniens, on pourrait replanter des forêts et mieux lutter contre la catastrophe environnementale. L'humain oublie trop souvent qu'il est un animal social comme tant d'autres et que son existence dépend pleinement de la coévolution avec les autres espèces, animales comme végétales. Cet oubli se fait à notre propre dépens et celui des autres vivants. En ce début de XXIe siècle,
L'étude du passé pourrait nous servir à trouver des solutions pour notre présent et notre avenir. Si une partie de l'humanité a réussi à avoir un impact aussi positif sur la nature avec des moyens techniques limités, alors nos propres sociétés modernes en ont également la capacité. Reste seulement à le désirer. Tant que l'Amazonie sera là, il y aura sans doute une graine d'espoir. Il est temps que nous joignions nos forces aux indigènes pour la préserver.